Bienvenue à tous, baissez les lumières, préparez la tisane. C'est le 13e Triskaïdécaphilie, avec en invité Calista Faral, qui nous propose une première partie de nouvelles qui s'appelle Alt Thérapie. Tessa courait avec agilité, zigzagant entre les carcasses de voitures encore fumantes. Ça et là, des corps ensanglantés gisaient au sol, certains ne ressemblant plus qu'à des tas de chair informe. De temps en temps s'échappaient de leurs lèvres noires des râles rauques et plaintifs, auxquels la jeune femme ne prêtait aucune attention. « Allez, Jay, dépêche-toi » lança-t-elle en sautant par-dessus le caddie renversé d'une grand-mère. Ladite grand-mère n'était d'ailleurs pas très loin, affalée sur le trottoir, grognant et bavant une mousse rosâtre comme si elle voulait la gourmander d'ainsi oser jouer à saute-mouton par-dessus ses affaires. Un peu derrière elle, un homme d'une trentaine d'années avançait en traînant la patte, jetant de temps à autre un regard dégoûté autour de lui. Mais ses yeux revenaient sans cesse sur son écran, qu'il tenait précieusement dans sa main, comme si ce qui l'entourait ne le touchait pas, ou presque. La seule chose qui le faisait réagir, c'étaient les relents putrides que le vent charriait. « Ça schlingue !» se plaignit-il en retroussant le nez dans une grimace assez comique. « Pourquoi ça pue comme ça ?» Tessa, à l'affût, ne lui répondit pas. « Hé !» cria-t-il. « Pourquoi ça pue autant ?» La jeune femme sursauta, puis se figea quelques instants. Elle venait d'entendre quelque chose, mais il l'avait déconcentrée. « Bah, je sais pas » lança-t-elle en haussant les épaules. « Peut-être bien parce qu'il y a des morts partout ?» Jay leva les yeux au ciel et marmonna un « putain de connerie » avant de retourner à son écran où défilaient des messages par dizaines. « Ha !» s'exclama soudainement Tessa. « Ça sera parfait !» En 2 enjambées, elle atteignit un camion de transport de pièces de droïdes renversées. Elle farfouilla dans les cargaisons, sans se rendre compte que l'un des corps ensanglantés gisant juste à côté s'était péniblement mis debout et se dirigeait lentement vers elle d'un pas saccadé. « Viens m'aider, Jay !» lança-t-elle en poussant une lourde caisse de noyaux de données. Son compagnon ne leva même pas les yeux de la vidéo qui défilait sur son écran. « Jay ?» Rien à faire. Il se contenta de ricaner bêtement sans même relever la tête. Tessa n'insista pas plus. Elle avait l'habitude. Après avoir déplacé une autre caisse endommagée, elle trouva finalement des pièces utiles. Alors qu'elle se retournait pour voir où était son amie, elle tomba nez à nez avec une abomination. Enfin, nez à nez n'était pas tout à fait exact, étant donné que la moitié du visage de son assaillant avait disparu, ne laissant place qu'à une horrible plaie béante où le sang noir avait coagulé. « Jay !» Sans attendre de réponse, elle décrivit un large moulinet du bras, frappant de toutes ses forces la monstruosité qui lui faisait face avec le tibia d'un droïde qu'elle venait de trouver. La tête du cadavre réanimé ne résista pas à la force du choc et se détacha de son corps en décomposition. Avec un cri sauvage, Tessa asséna un nouveau coup sur la boîte crânienne au sol, la faisant éclater tel un fruit pourri. L'odeur de putréfaction devint vite insupportable. « Mange ça, saloperie !» hurla-t-elle avec satisfaction. « Hé, Jay, t'as vu ça ?» Mais en se retournant dans sa direction, elle s'aperçut qu'il s'était laissé encercler par 3 abominations qui avançaient vers lui en claquant des dents avec une certaine avidité. Pétrifiée, de peur ou de dégoût, Jay les observait se traîner lentement vers lui sans faire le moindre mouvement. Serrant fortement son holophone dans ses mains, il les regardait se rapprocher inexorablement. Tessa poussa un véritable cri de guerre et se rua sur les assaillants. Elle mit rapidement le premier hors d'état de nuire, en lui faisant efficacement sauter la tête, puis s'attaqua au second, dont le corps plus frais promettait d'être plus difficile à décapiter. Jay, lui, n'avait toujours pas bougé. Le corps le plus proche, qui autrefois avait dû être un homme rondouillard, tenta de s'agripper à lui. Plusieurs doigts lui manquaient et sa mâchoire inférieure pendait lamentablement, n'étant plus rattachée au reste que par un morceau de chair noircie et quelques tendons qui menaçaient de lâcher. « Mais Jay, défends-toi, merde !» Tessa venait de mettre son ennemi à terre, mais d'autres commençaient déjà à surgir. Un à un, les corps au sol qui n'étaient pas trop abîmés se relevaient,
mue par un appétit aussi vorace qu'insatiable. Jay réagit enfin, alors que le visage à moitié décomposé n'était plus qu'à quelques centimètres du sien. Il le repoussa violemment, avec une grimace de dégoût. Le corps fit quelques pas en arrière, déséquilibré, et le jeune homme lui balança un grand coup de pied afin de le faire tomber. De son côté, Tessa éclatait les têtes des abominations à la chaîne grâce à son arme improvisée. Lorsque le champ fut libre, elle attrapa la main de Jay et l'entraîna loin du charnier, afin de distancer un peu les morts. « Ok, réfléchit-elle, il faut trouver un endroit sûr, et en hauteur de préférence, avec une bonne vue, et il nous faut aussi des armes à distance. Ça c'est plutôt pratique, mais c'est lourd. » Fit Jay distraitement, de nouveau absorbé par son holophone. Il va aussi nous falloir de l'eau, de la nourriture, des médicaments... Mais en voyant qu'il ne répondait toujours pas, elle se retourna, inquiète. Il était en train de sourire bêtement devant une vidéo de femmes dénudées aux mouvements suggestifs. « Putain, Jay, tu fais chier !» Elle avait hurlé tellement fort qu'au loin une nuée d'oiseaux venait de s'envoler en poussant des cris stridents. « Ça va, calme-toi, bougonna-t-il. « Non, je me calme pas, bordel, ça te dérangerait d'être là pour une fois !»« Mais je suis là, rétorqua-t-il dans un soupir. « Non, t'es encore pendu à ton stupide holo à regarder des conneries au lieu de me filer un coup de main. »« T'aider pourquoi ? Tu t'en sors très bien toute seule. Et puis c'était ton idée, ce truc. » De colère, elle esquissa un geste pour lui arracher l'appareil des mains, mais il avait anticipé la manœuvre et ses doigts se refermèrent dans le vide. Il avait trop l'habitude qu'elle essaye de le lui prendre. « Et d'abord, où tu l'as eu, ce machin ?» demanda-t-elle en se remettant en marche, agacée. « Je l'ai trouvé sur un macabé. Tiens, d'ailleurs, v'là ses copains. C'est pour toi, ça. » Une nouvelle horde gémissante venait de surgir alors qu'il dépassait un coin de rue. Des dizaines et des dizaines de corps ramenés à la vie, ou presque, avançaient maladroitement dans leur direction en grognant. « C'est pas vrai, qu'est-ce que ça pue !» commenta Jay. Tessa lui jeta un regard noir, puis, pour décharger sa colère, partit à l'assaut de la horde de zombies en brandissant bien haut son tibia métallique. Hurlant des injures à chacun de ses coups, elle réduisit consciencieusement en bouillie chaque charogne putride qui avait le malheur d'être trop près d'elle. Jay, lui, se contentait d'avancer afin de les contourner ou de les pousser s'ils s'approchaient un peu trop. Ils progressèrent ainsi jusqu'à une petite supérette. Des carcasses de voitures fumantes étaient renversées sur le parking, et là encore, des dizaines de corps les attendaient en râlant. « Suis-moi !» lança Tessa. « On va faire le tour pour passer par l'aire de chargement. Dès qu'on sera dedans, on barricadera les portes, et là, on sera plus tranquille. » « Ouais. » Bien qu'agacée par son comportement, elle ne répondit rien. Elle s'était malheureusement attendue à ce genre de réaction, même si, au fond, elle avait espéré qu'un déclic de sa part se produise. Pour le moment, elle avait plusieurs gens à penser. Une fois à l'intérieur, elle dut s'occuper des anciens employés qui tentèrent de les attaquer. Tessa remarqua d'ailleurs qu'ils paraissaient plus rapides et moins pâteaux que les autres. Cela lui prit ensuite une bonne heure pour sécuriser les lieux. C'était une petite supérette, à l'ancienne, qui vendait un peu de tout, de la nourriture au pansement, en passant par quelques outils basiques. Tessa la trouva bien vieillotte. Ce genre d'endroit n'existait plus depuis des décennies. Mais elle lui reconnut tout de même un certain charme. Elle remplaça son tibia de droïde, efficace mais bien trop lourd, par un manche de pioche en bois qui lui parut suffisamment solide pour briser quelques crânes. Puis elle grimpa sur le toit, qui comportait une petite terrasse. « Parfait !» s'exclama-t-elle, satisfaite. Jay la rejoignit simplement pour aller s'asseoir dans un coin, les yeux toujours obstinément rivés sur son holophone. Afin de terminer les préparations pour la nuit, Tessa remonta une bonne quantité de nourriture en sachet, de l'eau, ainsi que des couvertures et des lampes. En bas, la horde continuait à se masser autour du commerce, attirée par ces deux êtres pleins de vie et de sang frais. Tout doucement, l'obscurité s'installa, dans un presque silence ponctué par les ricanements de Jay. Tessa tourna et retourna ses phrases dans son esprit. Elle avait pourtant bien répété son discours, mais rien à faire. Comme toujours, les mots refusaient de sortir. Alors qu'elle s'apprêtait à baisser les bras, comme tant de fois auparavant, un énième gloussement stupide la sortit de son état d'abattement. Comme elle haïssait ce son détestable et nasillard, dépourvu de la moindre intelligence. Même les corps morts, gémissant à quelques mètres d'eux, lui semblaient moins idiots.
T'es au courant que tes potes ne sont pas de l'autre côté de l'écran, lança-t-elle d'une voix acide, et que ce stupide holophone n'est relié à aucun réseau? Jay cessa de rire, mais ne leva pas les yeux pour autant. Ouais, et alors? Répondit-il en haussant les épaules. Et alors? S'écria-t-elle. Tu préfères perdre du temps à regarder des conneries repompées dans ta mémoire plutôt que de... Que de quoi? L'interrompit-il. Que de faire semblant de jouer aux survivants dans une simulation? C'est ça ta super thérapie? Décharger tes nerfs sur des pseudo-corps morts dans un scénario débile et mal pensé? C'est quoi le but? Tessa resta quelques instants silencieuse, un peu gênée. L'IA a sans doute estimé que ça nous rapprocherait, marmonna-t-elle finalement. À vrai dire, elle non plus ne comprenait pas bien pourquoi la simulation les avait conduits dans un scénario de ce type. Ouais, elle est daubée ton IA, cracha-t-il. Y a rien qui va. On est où? Pourquoi y a des voitures cramées partout? Y a eu une guerre ou c'est une infection bactériologique? Et puis comment ils font ces morts là pour avancer avec des muscles putréfiés? C'est complètement débile. Mais ne t'attarde pas sur les détails comme ça, se plaignit la jeune femme. On s'en fout de la cohérence du scénario, c'est pas ça qui est important. Allez, viens, Jay, on va se payer des vacances dans une simulation, tu verras, c'est génial, limita-t-il d'une voix aiguë. J'aurais jamais dû accepter. Il se replongea aussitôt dans sa vidéo, coupant court à la discussion comme il le faisait si souvent. Jay? Jay! Il ne répondit pas. Alors, voyant que ça ne les mènerait nulle part, elle fit ce qu'elle rêvait de plus en plus de faire ces derniers temps. Elle sortit une arme, une sorte de petit pistolet désuet trouvé derrière le comptoir de la supérette, et le braqua sur lui. Il ne s'en rendrait même pas compte, pensa-t-elle amèrement. Elle pressa la détente et le coup partit dans un bruit assourdissant qui la fit sursauter. Comme elle avait pris soin de viser à côté, la balle se perdit dans la nuit. Tout d'abord choquée, Jay la regarda avec une expression de surprise lui donnant un air ahuri, avant de se détendre. « T'es conne, tu m'as fait peur !» lui reprocha-t-il. « Ouais, tu ferais peut-être bien d'avoir peur !» répliqua-t-elle. Elle ne supportait plus ces disputes qui ne menaient nulle part. Elle remit son doigt sur la gâchette et cette fois orienta le canon sur lui. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ces simulations protègent les utilisateurs, tout le monde sait ça. »« Ouais, peut-être que ça simulera au moins la douleur, » répondit-elle d'un ton de défi. « Que de la gueule !» rétorqua-t-il en reportant son attention sur son holophone. Ce fut la goutte de trop. La colère qui l'envahit lui fit momentanément oublier son arme, et elle se jeta sur lui avec le même cri sauvage qu'elle avait réservé aux zombies. Déstabilisé, Jay eut tout de même le réflexe de mettre l'holophone hors de sa portée. Mais ce n'était pas ça que la jeune femme visait. Ce n'était plus ça. Tessa lui rentra dedans de plein fouet, et ils basculèrent au sol, où ils roulèrent dans une lutte déséquilibrée. Pleine de rage, Tessa réussit à le plaquer efficacement et s'installa à califourchon sur lui afin de lui asséner une claque franche et sonore. Comme la simulation la protégeait de toute douleur, elle n'eut pas la paume brûlante comme cela aurait dû être le cas. Alors elle lui en mit une deuxième, puis une troisième, une quatrième. S'il ne l'avait pas déstabilisée en basculant sur le côté, elle aurait sans doute continué un bon moment afin de soulager ses nerfs. « Mais arrête, bordel, ça fait mal, espèce de folle furieuse !» Il se mit debout et porta la main à son nez, qui avait commencé à saigner. « Oh, ça fait mal !» hurla-t-elle en se relevant de son tour. « Tu sais ce qui fait mal aussi? On n'a pas baisé depuis 6 mois. Tous les soirs, tu rentres avec ta gueule de blasé et tu t'enfermes dans tes réseaux avec tes crétins de potes. J'en ai marre !» Pour la première fois depuis un bon moment, elle crut lire une réaction dans ses yeux. « Tu me calcules plus !» continua-t-elle. « Ça fait 7 ans qu'on est mariés, tu fais déjà comme si j'existais plus. On n'a pas de gosse, on a un appart miteux, on a... une vie de merde, la coupa-t-il. Cette fois-ci, ce fit comme si c'était elle qui avait reçu un coup. J'ai un travail merdique, dans une usine de merde. Le soir, je rentre dans un appart de merde pour bouffer la merde que tu m'as cuisinée. Alors ouais, je te calcule plus. Parce que si je m'étais pas mariée avec une classe 2 comme toi, j'aurais pu vivre avec les classes 3, voire une classe 4. Tu m'as donné une vie de merde. Rien n'aurait pu la préparer à recevoir un tel choc. La simulation protégeait de toute douleur physique, mais pas de celle d'une vérité aussi crûment crachée. Réagissant à son état émotif, car c'était elle la cliente, le programme ajouta une fine pluie qui, de façon singulièrement poétique, noyait ces larmes que l'IA était également en train de simuler. « Combien tu nous as payé, hein ?» continua Jay, indifférent à son chagrin. « 5 minutes, 10 minutes ? Au moins le fait d'être pauvre, ça nous évitera de passer plus de temps dans ce merdier.
Je te préviens, dès qu'on sort, je me casse et tu me revois plus. » Il la planta là, sur le toit, sous la pluie, dans une parodie grotesque de scènes romantiques. Durant de longues minutes, elle resta figée, prise de sensations étranges et contradictoires. Elle avait la gorge nouée, et dans la réalité, cela l'aurait empêchée de respirer normalement. Mais ici, elle n'avait même pas besoin de respirer. Tout n'était que simulation, comme notre mariage. Son vrai corps, lui, respirait tranquillement dans les locaux d'Altréal, pendant qu'une IA était chargée de faire croire à leur cerveau que les 7 petites minutes qu'elle avait payées à prix d'or étaient en réalité plusieurs heures dans ce décor apocalyptique sans réel sens. Tessa tomba à genoux, et la pluie redoubla. « Ah zut, à la fin !» s'énerva-t-elle. La météo se calma un peu, et elle put alors voir un éclat briller à côté d'elle. C'était le fameux revolver qu'elle avait lâché en se jetant sur lui. D'une main, elle le saisit, puis le tourna et le retourna plusieurs fois entre ses doigts. C'était un bel objet, terriblement désuet, comme beaucoup de choses dans cette simulation. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi l'IA les avait propulsés en pleine apocalypse zombie. Une thérapie de couple, c'était tout ce qu'elle avait demandé. Une simple thérapie pour tenter de réparer leur mariage. On lui avait promis des résultats et elle était désormais servie. Jay allait la quitter, sans doute pour réintégrer la classe 3, là où il était né, tandis qu'elle se retrouverait coincée dans sa misérable vie de classe 2. Pourtant, cette vie, elle l'aurait supportée sans sourciller, si elle l'avait aimée comme elle l'avait aimée. Ne l'avait-il pas fait au début, lorsque les frissons du coup de foudre lui avaient fait jurer que tout ce qui lui importait, c'était d'être avec elle? Sans s'en rendre compte, au fil de ses pensées, elle avait porté le revolver à sa tempe. C'était inutile, elle le savait, l'arme n'était pas réelle. Sa tempe non plus d'ailleurs. Mais elle sentait qu'elle devait aller au bout de ce geste. Et si c'était ça, la véritable thérapie? Simuler un suicide pour mieux renaître. Elle ferma les yeux et pressa sur la détente. La détonation lui parut assourdissante. Elle ressentit bien quelque chose lui traverser le crâne, mais ce n'était pas une douleur, c'était autre chose. Une simple sensation que l'IA avait inventée pour l'empêcher d'imaginer la douleur. Elle lâcha l'arme et porta la main à sa tempe. Mais il n'y avait rien, ni brûlure, ni plaie. La seule véritable blessure qui lui restait, c'était celle que les mots de Jay avaient infligée à son pauvre cœur naïf. Mais elle n'eut pas le temps de s'en apitoyer, car un hurlement la sortit de sa torpeur. « Non, t'inquiète, j'ai rien » eut-elle le réflexe de dire. « C'est juste... » Mais un second cri l'interrompit. Un gémissement de douleur désespérée. Cela lui donna un coup de fouet, et elle se releva d'un bond, attrapa machinalement le manche de pioche et fonça à l'échelle de secours. Une fois dans la supérette, elle se retrouva nez à nez avec un nouveau zombie. Elle lui balança un bon coup en direction de la tête, mais il le bloqua en levant le bras avec rapidité. « Quoi ?» Elle dut s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à le mettre à terre, car les réflexes de la créature lui permettaient de se défendre. « Et ils font pas ça normalement ?» s'inquiéta-t-elle. Elle entendit un nouveau hurlement et repéra Jay qui tentait de refermer une porte par laquelle plusieurs revenants essayaient d'entrer. Elle enjamba 2 corps à la tête éclatée, puis vint lui prêter main forte. Ils ne furent pas trop de 2, car de l'autre côté, la horde poussait avec une ardeur renouvelée. « Mais pourquoi t'as enlevé ma barricade ?» demanda-t-elle alors qu'elle distribuait des coups pour repousser les assaillants hors de l'embrasure de la porte. « Mais parce que j'en ai marre de tes conneries de simulation, je voulais prendre l'air, mais ils m'ont attaqué. »« Évidemment qu'ils t'ont attaqué, c'est des zombies !» Leurs efforts conjugués payèrent et ils réussirent enfin à fermer la porte. Tessa s'empressa de remettre sa barricade en place, tandis que le panneau vitré tremblait de plus en plus violemment. « Vite sur le toit !» s'écria-t-elle. Jay la bouscula pour passer le premier, en boitant curieusement. Une fois en sécurité, la jeune femme retira l'échelle de secours par précaution. « Putain de connerie de simulation de merde !» lâcha Jay en s'égroulant. « Je vois pas à quoi tu t'attendais d'autre » lui répondit-elle d'une voix détachée. L'IA va au bout de son scénario. Elle a mis des zombies, donc elle fait en sorte que les zombies nous attaquent. C'est logique. Ouais, ben toi et ta merveilleuse idée de nous payer cette merde. T'aurais pu éviter de demander qu'elle simule la douleur. Je suis pas masochiste, moi. Quoi ? S'étonna-t-elle. Intriguée, Tessa ramassa le revolver et après une petite seconde d'hésitation, pointa le canon sur sa main. « Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es folle ?» Mais elle pressa la détente. Le coup partit et elle ne ressentit rien, à part une curieuse petite sensation ressemblant à un fourmillement. Elle leva sa paume pour la lui montrer. « Bah, tu vois, ça fait rien, dit-elle. Même pas une blessure. Tu veux essayer ?»
Non! Hurla-t-il en se recroquevillant sur lui-même. Jay, ça va? S'inquiéta-t-elle. Mais je te dis que j'ai mal, putain! Tessa posa son arme et s'approcha de lui. Il tremblait et était en sueur. Elle le força à s'allonger, avec un peu plus de brusquerie qu'elle ne l'aurait voulu, puis poussa une exclamation effrayée en remarquant sur ses jambes et ses bras plusieurs marques de morsures profondes. Ses vêtements s'imbibaient lentement de sang. Ça te fait mal? Demanda-t-elle sans comprendre. J'arrête pas de te le dire, s'énerva-t-il. T'es vraiment conne quand tu t'y mets. Ces mots ravivèrent la douleur dans le cœur de la jeune femme. Elle se releva, puis balança un bon coup de pied dans une de ses blessures. Ah, salope! Gémit-il. Elle s'éloigna et partit se poster à l'autre bout du toit, où elle passa plusieurs minutes à fixer pensivement la horde s'agiter en dessous. Mais elle regardait tout ça avec une indifférence. Elle se sentait vide. Fin de l'extrait de la nouvelle. Je vois qu'il y a des réactions. Il y en a qui détestent vraiment Jay. Hein. Ah ouais, non, mais Céline a fait la bêta lecture de cette nouvelle et elle mettait des petits commentaires dans la marge avec des crèves enfoirées, mais putain, meurs! Ah bah là, elle t'a en train de commenter, mais bouffez-le! Jay, le personnage le plus détesté de ce recueil. Ah bon, en même temps, il est pas gâté. Hein. Donc elle suggère aussi qu'il soit enduit de chair à saucisse pour être jeté dans la fosse aux lions zombies. Ah, parce qu'il y a un beau... Ah, je le déteste encore plus que le beauf raciste de la première nouvelle. Donc je vois que ça réagit pas mal. Ouais, j'ai pas mal de personnages qui sont très sympathiques dans ce recueil de nouvelles. Bah, apparemment, celui-ci est le plus détestable, mais il y en a d'autres, donc un raciste dans la première. Bon, parlons-en d'ailleurs du recueil de nouvelles. Est-ce qu'il est composé que de personnages détestables? Il y en a quand même pas mal. Quelle est la thématique générale? C'est ça, comme la thématique générale voilà, est très noire, très sombre, en fait, la SF, c'est plus ou moins à ça que ça sert, à montrer les mauvais penchants de la société, ben forcément. Des fois, on les exacerbe. Parce que C'est ça. c'est ce qu'il y a d'horrible avec Jess, c'est que des fois, je suis des comptes sur Twitter de jeunes femmes qui sont pas très gâtées avec leurs compagnons, et souvent c'est ça. Enfin, où j'ai vu des mecs qui gardaient leurs enfants au parc et qui en fait restaient englués sur leur téléphone portable au lieu de surveiller le gosse. Enfin, là, C'est ça. le monde est rempli de Jess, c'est horrible. C'est ça. J'espère que c'est pas Non, du bah c'est... Non. Hmm. Non, enfin pas du vécu direct, mais c'est vrai que énormément de traits que j'ai exacerbés dans ce recueil, je les ai vus chez des gens de mon entourage, pas forcément toujours proches, Ouais. mais c'est souvent des choses que j'ai vues. Et Céline, il y a Suzanne, bon, elle est pas... je sais pas dans quelle catégorie tu classes Suzanne, mais je dirais pas qu'elle est très très saine d'esprit non plus. Season, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un aussi inspiré de la réalité ou... Alors, pour la petite Suzanne, c'est la femme qu'il y a dans la nouvelle suivante, qui s'appelle Suzanne C. Et en fait, c'est un petit clin d'œil à Suzanne Calvin, qui est un personnage de Asimov. Ah, d'accord, ok. Mais bon, apparemment, il y a très peu de gens qui ont compris la référence parce que j'ai pas trop appuyé dessus, mais bah, je me doute bien que tu l'aimes bien, Céline, Suzanne, puisqu'elle, comme je le disais, elle est pas très très saine d'esprit. Donc ça, c'est dans ton recueil de nouvelles Futur conditionnel. C'est ça. Et où peut-on trouver ce recueil? Et bah surtout sur Amazon puisque bah, je m'auto-édite via KDP donc c'est sur Amazon et puis sinon faut aller sur mon site parce que je fais les commandes voilà via une boutique perso. Donc voilà, on peut dire que, tout comme Céline, et beaucoup de personnes qui sont présentes ici, tu es auto-édité. C'est ça. Et ce recueil... Je fais... Ouais, pardon. Non, j'allais dire je fais tout avec mes petits doigts. Même les illustrations? Ah non, alors les illustrations, parce que je ne sais pas très très bien dessiner, pour ce recueil-là, c'est Sylvain Duru qui les a faites. Sylvain Duru que vous retrouverez facilement sur Twitter et sur Instagram, qui fait vraiment un très très beau travail.
et qui à la base en fait est motion designer, il n'est pas illustrateur. Enfin, c'est les illustrations comme ça, c'est pas vraiment son domaine, mais il m'a vraiment fait un super beau travail. Ah oui, ça apporte un plus. Donc j'en profite pour remercier encore une fois Sylvain pour son boulot, parce que c'est ça qui donne au recueil un petit peu toute sa petite saveur visuelle. Jamais sous-estimer le travail d'illustrateur pour la couverture. C'est ça. Puis en plus, Pour la couverture et... Pardon ? non, je disais que ça permet en plus d'élever le bouquin à un niveau un peu plus pro, quoi. Enfin, ça fait pas Ah bah c'est ça. et... Ah bah la couverture, je veux dire, c'est ça, malheureusement, c'est un défaut qu'on va retrouver dans l'auto-édition, mais pas que, hein, parce qu'il y a des fois des maisons d'édition, voilà. Mais c'est la couverture, c'est la première chose que les gens voient, et malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris que c'est pas la couverture qui fait le livre, mais c'est quand même à ça qu'on va juger le livre en premier, avant de l'ouvrir. Contrairement à ce que dit le proverbe, don't judge a book by its cover, mais bon, c'est le premier truc qui attire l'œil, quoi. C'est ça. Alors, Melchior. Et ouais, donc je précise un petit peu. Là, donc il y a Sylvain Duru a fait la couverture du recueil, mais il a aussi fait une couverture pour chaque nouvelle. Oui. Après, j'avais pris pour la bannière, j'ai pris la couverture du recueil parce que je la trouvais assez chouette. Je trouve que ça allait bien avec ton dessin, enfin, ta bannière baleine là, la baleine avec des petites ailes. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout, quoi. Il y a un petit sens de la composition. Et quand est-ce que tu as écrit ce recueil? C'est un travail de longue haleine? Chaque nouvelle est apparue à divers moments de ta vie, ou tu as tout écrit d'un trait? Alors, pas pour ce recueil-là. Je l'ai écrite en grande partie l'année dernière et un petit peu l'année d'avant. On est en quelle année? On est en 21. Je l'ai écrite en grande partie, voilà, fin 2019 et début 2020. Fin 2020, c'est ça. Et en fait, c'était un recueil que j'avais déjà à l'esprit. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un recueil sur vraiment des nouvelles très dystopiques, très centrées autour de la technologie et choses comme ça. Et la plupart de mes nouvelles sont venues, des nouvelles sont venues, voilà, ont popé un peu de façon aléatoire en 2019 et 2020, sauf le monolithe, qui lui avait sorti il y a quelques années et qui avait déjà été publié dans la revue L'Indépendant. Ah, d'accord, ok. Pas complètement auto-édité, t'as quand même réussi à contacter quelques magazines. L'Indépendant, en fait, c'est un magazine qui fait que de l'auto-édition, qui publie que des auteurs auto-édités et qui fait des appels à texte une fois par an. Et c'est vrai que du coup j'ai été sélectionnée pour je crois 5 ou 6 numéros. C'est pas mal ça. Oui. Mais et puis j'étais assez contente. Ouais, le monolithe, ça me fait penser à 2001, c'est une de tes inspirations? Alors non. D'accord. Sinon, le des zombies façon Day of the Dead. Ça oui effectivement. Moi j'étais plutôt sur pour les zombies là, j'étais plutôt sur du 28 jours plus tard, ce qui du coup ne fonctionne pas puisque c'est des infectés et pas des zombies. Mais c'est ça. Et non, moi en fait, je suis la reine de la référence involontaire. C'est-à-dire que pour le monolithe, tout le monde croit que je me suis inspirée de 2001 alors que les histoires sont vraiment différentes. Quand j'ai écrit ma trilogie de SF, à cause de certains noms, de certains titres, les gens croyaient que je m'étais inspirée des... je me souviens de Mass Effect. Ouais, d'accord. Et de Battlestar Galactica, alors que j'avais vu ni jouer ni à l'un ni à l'autre. Enfin bon, ma carrière d'autrice, c'est ça, ma carrière d'autrice se résume à mais vous vous êtes inspirée de ça? Ah non, pas du tout, je connais pas. Bah, je crois qu'il y a beaucoup de carrières d'auteurs qui se résument à ça, des inspirations involontaires, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est ça le truc, c'est que l'inspiration, des fois, on dirait que ça voyage un peu à travers les airs. Tout à coup, t'as deux personnes qui peuvent avoir la même idée, sans même se concerter, mais après, le traitement sera différent, heureusement. Ah bah oui. De toute façon, je veux dire, aucune idée n'est vraiment totalement originale. Hein. Non, ça, faut creuser encore.
Je crois qu'on a peut-être fait le tour de tout, quoi. Le tout et de pouvoir en parler avec sa personnalité, ses propres mots. C'est, alors j'ai plus trop le temps de le faire maintenant, mais assez régulièrement avant, je faisais des défis d'écriture. Et donc je demandais aux gens de me donner voilà un mot-clé, un thème ou une phrase courte, et puis j'écrivais une micro-nouvelle, enfin une toute petite nouvelle dessus. J'en avais choisi 9 et j'avais fait un petit recueil que j'avais appelé Rorschach. Parce que justement, à un moment, par exemple, dans les défis qu'on m'avait donnés, j'avais eu les zombies, j'avais eu les nains de jardin ou Vendredi 13. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais appelé le recueil Rorschach parce que j'ai dit, vous pouvez donner le même thème ou le même mot-clé à plein de gens différents, ils vont forcément l'interpréter de façon différente. Parce que chacun va avoir sa propre vision, donc au final, c'est pas grave d'avoir la même idée que quelqu'un d'autre du moment où chacun l'interprète comme lui il le voit, quoi. Oui, voilà. D'après Céline, tu es très forte à ce jeu d'ailleurs. Tu ponds toujours des trucs de ouf. Tu es son sensei, d'accord. Mais arrête, tu vas me faire rougir. Non, c'est vrai que c'est la nouvelle particulièrement, c'est ma forme, on va dire, forme d'écriture favorite et c'est celle où j'y arrive le mieux. Donc effectivement, les petits défis, les petits machins, j'y arrive plutôt pas mal. Bon, apparemment, Céline a plein de sensei. Toi, t'es son sensei de nouvelles et de trucs de ouf. Alex est le sensei des blagues carambars. Chacun sa spécialité. C'est vrai que ouais, la nouvelle, c'est pas un exercice facile à maîtriser en plus. Faut arriver vraiment en peu de temps à raconter une histoire, à créer un univers complet et cohérent avec très peu de choses. Et C'est ça, et puis la structure narrative est vraiment particulière. ouais, mais bon, C'est pendant un moment j'étais comment dire au comité de lecture parce qu'après chez l'Indépenda, après avoir été publié plusieurs fois, ils m'avaient demandé de venir bosser avec eux et j'avais été au comité de lecture d'accord. donc T'as dû en de voir défiler. l'Indépenda, donc j'envoyais défiler un paquet, on devait lire on devait lire une dizaine de nouvelles pour faire des sélections, parfois plus. Et en fait, malheureusement, il y avait des textes qu'on ne gardait pas parce que clairement, c'était des gens qui soit envoyaient un chapitre d'un roman en se disant que la nouvelle c'était juste une affaire de longueur, soit bah voilà, en fait, ils avaient pas réussi à comprendre la façon dont on devait structurer une nouvelle. Et du coup, en fait, encore une fois, c'est comme un roman mais plus court, alors qu'en fait, ça marche pas du tout comme ça. Ouais, alors qu'il y a plein Dans de la façons de géante rouge, structurer, quoi. non. Pardon? Non, en plus, il y a plein de façons de structurer des nouvelles, quoi. C'est quand même, Oui. c'est un genre qui permet énormément de liberté, que ce soit dans la construction, le style et tout. C'est quand même bête de taper complètement à côté. Parce qu'il y en a, en fait, en discutant avec certaines personnes, il y a des personnes qui justement n'aiment pas les nouvelles parce que on prend pas le temps, on n'a pas le temps d'installer un univers complexe à travers des grandes descriptions, à travers des personnages où on raconte une partie de leur vie ou quoi. On n'a pas le temps de faire ça dans le type de nouvelles ce qu'on appelle les nouvelles à chute. Oui. Ah. Qui sont très courtes et qui doivent mourir vite en fait. Et On du peut coup, en faire fait, c'est confiance. aussi pour ça que certaines personnes n'y arrivent pas. Oui, on peut faire confiance pourtant à l'intelligence des lecteurs. Il suffit des fois de très peu de mots pour évoquer des grandes choses, quoi. Ça, mais après, je comprends aussi qu'il y a des lecteurs qui aient du mal à rentrer dans une histoire si on leur prend pas la main pour tout leur expliquer. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Et donc, pardon pour répondre à Fabien Liraud, non, je n'ai pas été publié dans Géante Rouge, même si j'aurais bien aimé. Comme dit Fabien, il y a des auteurs qui font des nouvelles, univers pourtant. Généralement, ce sont des textes autour de 50 000 signes, 60 000 signes. Après, je pense que l'Indépenda ne prenait pas des textes aussi longs, il me semble. Non, non, non. Nous, on parlait en mots. Et au départ, on avait mis 7 ou 8 000 mots et on s'est aperçu que ça faisait un peu trop long pour le format.
Enfin, au début, c'était ça, 7-8 000 mots pour le format qu'ils voulaient. Ils se sont aperçus que c'était trop long. Et quand moi, je suis arrivée, on était tombé à 5 000. D'accord. Donc là, il faut vraiment faire un concentré d'efficacité, comme on dit dans les pubs. C'est ça. C'est un art. Ça fait longtemps que tu écris C'est des ça, nouvelles? mais... alors, je réfléchis 2 secondes. Les nouvelles, ça doit bien faire 15 ans. Ouais, ok. 15-16 ans. Parce que justement, là, je suis en train de travailler sur un recueil de nouvelles qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle Dédale. Avec des nouvelles que j'ai écrites il y a une quinzaine d'années, que d'ailleurs je suis obligée de réécrire entièrement parce que c'était mauvais, faut le dire. Et on évolue, hein. Enfin, Ah bah oui, heureusement, oui, c'est ça. allez, là, c'est pas trop dur de te relire, hein, en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, un petit peu, si. Mais bon, ça va encore, je trouve. Oui. Pas trop. C'est pas mes poésies que j'écrivais quand j'étais adolescente, quoi, ça va. Ah, ça, c'est notre histoire, ouais. Ouais, non, ça, non, j'ai pas brûlé le cahier parce que voilà, mais j'en rigolerai probablement quand je serai plus vieille, mais là, ça fait mal. T'es trop dark quand t'étais ado. Quel ado n'est pas dark? S'il y a une personne s'il y a une période pour être dark, c'est ça. Ah, je me souviens d'ados qui étaient pas très dark, hein. Enfin, d'ailleurs, pas assez dark, on va dire. C'était souvent les petites jeunes filles superficielles. Ah bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu leur phase très, très dark. Céline a raté son adolescence. Mais c'est pour ça que maintenant elle se met à écrire avec des sirènes vampires et tout ça, c'est parce qu'elle essaye de rattraper le temps perdu. Avec des robes à paillettes. Ouais, encore, ces romans sont mignons. Elle a un concours de signes en nouvelles. Kolavitch, le novéiste, a publié une nouvelle de 70 000 signes, ce qui est pas mal. Quand même, ouais. Ouais. 80 000 pour Édouard. Mais bon, en même temps, Concours de caquette continue. bah voilà, c'est ça. Bah là, on n'est plus aux nouvelles, là, on est aux novellas, les garçons. Hein. Ah, les trucs trop dark. Enfin, après, c'est vrai que tu parles de dark dans ton adolescence, mais là, j'ai quand même lu un extrait de nouvelles avec des zombies partout. Oh, tout de suite. Ah ouais. Ah bon, après les zombies, c'est vrai que ça la moche. Je suis désolée, mais dans le texte, le pire, c'est pas les zombies. Hein. Le pire, c'est l'indifférence. Ça. Ouais. Bah, c'est vrai que la douleur, on sent la douleur de Tessa, quoi. On voit bien que dans les zombies ne sont pas le danger réel, elle est là pour se défouler et tout, mais oui, dit Céline, c'est Jack. Calmez-vous. Calmez-vous, Céline. Prenez un thé. Bah, en plus de ça, je veux dire, je vois même pas de quoi elle se plaint parce que elle sait ce qui arrive à Jay après. Alors, ça devrait aller quand même. Bon, qu'est-ce qui arrive à Jay? On ne le saura pas, on va devoir acheter le recueil. C'est ça. Tu fais pas que des écrits trop dark, enfin, tu sors aussi un roman pour enfants? Oui, je fais le grand écart. Ça C'est-à-dire que comme j'ai des parasites et qu'ils aimeraient bien pouvoir lire des fois ce que j'écris, je suis obligée de m'adapter à mon lectorat. Oui, normal. Fait que Normal, voilà. Je vais jamais lire mon roman pornogore à ma nièce, même si elle a 20 ans et même si elle a fait médecine. Ça, c'est encore autre chose. Oui. C'est une autre histoire. Et ils l'ont lu alors, ton roman? Oui. Alors, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'il voulait absolument que je lui écrive une histoire et puis après, il a décidé qu'il voulait pas la lire. Hein? Les enfants sont merveilleux. Et si c'est bon, il l'a lu, il l'a bien aimé. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu mon BAT avec les illustrations de Féline. Il m'a fait encore une fois, donc une autre illustratrice qui m'a fait un super beau travail. Et il m'a dit, ah, c'est super beau dedans, c'est encore mieux que quand c'est toi qui fais les dessins. Gentil petit gosse. En même temps, voilà, les enfants sont formidables. Voilà. Ils sont prêts pour l'école du fan. C'est ça. Bâtard de mots. C'est ça, mais oui. Mais ouais, bon, encore une fois, faut faire appel aux gens dont c'est le métier et ça donnera forcément un bien meilleur travail. Tout à fait, d'ailleurs, les dessins ils sont vraiment chouettes, très vivants. Ça apporte vraiment quelque chose, quoi. On dirait vraiment, enfin, j'ai vraiment cru quand je les ai vus que tu avais trouvé un éditeur. Et que... Ah ouais, c'est... Oh, il est pas mal. Alors, excusez.
Excusez-moi. Pousse-toi le chat. Ah bah c'est pas un parasite, c'est déjà ça. Je m'avancerai pas trop là-dessus, hein, parce que cette maison est remplie de parasites et ils ont pas tous la même nature. D'accord. Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne comprennent pas ce que Céline est en train de dire, mon chat s'appelle Chobot. Ah d'accord, ok. Un très joli nom, je suis sûre que c'est un très joli chat. Oui, c'est un très joli chat qui fait très très chier. C'est pour ça que je l'ai appelé Chobot d'ailleurs. Ok. Pour en revenir à ton roman pour enfants, alors, quel est le titre, de quoi il parle, et comment tu as rencontré ton illustratrice? Alors, le roman pour enfants, donc c'est un premier tome d'une série qui s'appelle Les Jumeaux de l'Éclipse. Mhm. Et donc là, c'est l'affaire des chaussettes disparues. Parce que... Pardon ? Ravenger et Ward avec des humains. C'est ça. Ah oui, c'est ça, oui, parce que je fais une petite allusion à son roman dans le mien. Donc c'est pour ça. Et oui, et donc en fait c'est l'histoire de deux gamins qui ont des pouvoirs aléatoires. Ouais. Et qui vont résoudre des petites enquêtes et tout ça. Et là, cette enquête-là, c'est pourquoi on a des chaussettes qui disparaissent. Est-ce que c'est une relecture des gnomes voleurs de slip dans South Park? Plus ou moins. Ok, d'accord. Le sirop pour la toux en moins. Ah, d'accord. Mais il y a des gnomes voleurs de chaussettes, donc. Voilà. D'accord. Au revoir, Edouard. Bonne soirée. Ah, bah salut Edouard. Bah merci d'être passé. Comme d'hab, bah merci à toi. Bah d'ailleurs que passe sur YouTube Edouard pour de temps en temps poster ton intervention. Ah bon. C'est l'heure du coucher pour certains. Comment tu as rencontré ton illustratrice? Alors, pour les quelques qui me suivent sur Twitter, je suis énormément d'illustratrices et d'illustrateurs. C'est le contenu que je préfère sur Twitter, en fait. Ouais. Et j'avais repéré Féline parce qu'elle faisait des très beaux portraits de famille. En fait, on peut la commissionner pour qu'elle fasse des portraits personnalisés et trucs comme ça. Et j'aimais bien son style et je trouvais que ça collerait bien aux petits gamins que j'essayais de mettre que j'essayais de mettre dans mes histoires et bah du coup je suis allée la voir en croisant fort les doigts pour qu'elle veuille bien accepter le travail. Et elle a accepté. Et elle a accepté. C'est exactement comme ça aussi que j'ai commissionné Sylvain pour Futur Conditionnel. J'adorais son travail parce que de temps en temps il postait des illustrations, des petites illustrations perso qu'il faisait et du coup bah j'y suis allée au culot comme on dit. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est ça, et du coup là pour le prochain recueil qui va sortir d'Edal, qui va sortir en mois de janvier-février si tout se passe bien, c'est l'Archimiste, pour ceux qui le connaissent sur Twitter, qui est en train de me faire des illustrations qui sont super belles, par contre qui sont très très sombres. Je veux dire, si ce recueil-là est sombre, celui d'après va être encore pire. Ah ouais, ok. D'après Céline, ça va déboîter. Il y a souvent des chats dans ses portraits. Ouais, c'est vrai que là, il a réussi à me caler un chat ou deux dans certaines illustrations. Ouais. Des monomaniaques des chats, comme partout. Oui. Et des petits traits. Il fait beaucoup de petits traits. C'est pas mal, j'aime bien les petits traits, moi. Ah oui, mais là, il en fait beaucoup, beaucoup. D'accord. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir l'Archimiste sur Twitter. Il fait vraiment des trucs de fou. Ok. Céline a l'air d'être une des plus grandes supportrices, là, parce qu'elle arrête pas d'intervenir et tout. Ça va déboîter, t'es ma sensei, tout ça. Non, on va pas le dire, mais je l'ai payé, en fait. Ah, d'accord, ok. Ah, très cher? Combien? Moi aussi, je veux une supportrice. Ah, on est là pour balancer en même temps, tu sais. Si certains auteurs qui veulent faire de l'auto-édition pourraient nous écouter, voir comment ça se passe, comment il faut se faire des réseaux, je pense que c'est à Calista et toi qu'il faut s'adresser, hein. Oui, je dessine aussi des faunes lubriques, Alex. J'ai raté ça, moi. Où ça, des faunes lubriques? Enfin, un faune lubrique. Ah, c'est pour les dédicaces. Ah. Et de temps en temps, je fais des faunes lubriques dans mes dessins, en dédicace sur les bouquins. Bon à savoir. Oui.
Pour en revenir à l'auto-édition, tu as déjà essayé, je suppose, l'édition classique, on va dire. Non, j'ai pas testé l'édition classique parce que passer des heures et des heures sur un texte pour après le donner à quelqu'un d'autre qui va mettre ses gros doigts dessus et tout le saloper, je peux pas m'y résoudre. Ah, ça c'est vraiment, enfin, t'as pas fait le tour ni rien, ça t'a même pas traversé l'esprit, tu t'es dit, je veux être libre de A à Z, quoi. C'est ça. Alors pour mon tout premier roman, en fait, j'ai les peu de personnes de mon entourage qui savaient que j'écrivais m'ont vraiment poussé au cul pour que oui, mais il faut que t'envoies tes textes à des maisons et trucs comme ça. Donc j'ai dû envoyer à une ou deux maisons d'édition en n'y croyant pas parce que de toute façon je voulais pas et qu'il était pas finalisé, il était plein de fautes et trucs comme ça. Et mais sinon non, j'ai vraiment pas eu l'envie parce que déjà à l'époque, quand j'ai commencé à m'auto-éditer, c'était en 2014, ça, 2013-2014. Ça commençait déjà à se savoir des non concernés que les auteurs ils étaient traités comme de la merde quoi par beaucoup de maisons d'édition et puis surtout par le système. Ouais. Parfois c'est même pas le problème de la maison d'édition, c'est le système qui fait que l'auteur n'est pas considéré comme un professionnel ou pas à la même hauteur que les autres et choses comme ça. Et du coup j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Ouais, tu te dis, ça sert à rien de se faire chier. Bah c'est ça. Je veux dire, j'ai participé au Salon du Livre de Paris en 2018. J'étais avec un collectif d'auteurs et on était juste à côté d'une petite maison d'édition de SF qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais pris le temps de discuter avec le directeur, qui était quelqu'un, mine de rien, de très passionné et très à fond dans ce qu'il faisait et tout. Enfin, je veux dire, ça faisait vraiment plaisir, quoi. Ouais. Et du coup, je commençais à lui parler justement je voulais faire un recueil, donc je parlais de futur conditionnel, mais à l'époque, il n'avait pas pris forme, quoi. Et je voulais voilà faire un truc très dystopique, machin, donc ça avait l'air de l'intéresser. Et je lui dis du coup pour la couverture et tout, comment ça se passe, parce que moi je savais absolument pas comment ça se passait, si je devais faire des propositions, si j'avais des artistes en tête, si je pouvais les proposer et tout. Il me dit ah non mais la couverture c'est nous, et puis de toute façon pour la nouvelle collection on va faire des couvertures jaunes. Ah. Pardon, des couvertures jaunes. Oui, des couvertures jaunes avec des pictogrammes dessus pour que ça attire l'attention. D'accord. Et du coup, en fait, je l'ai un peu laissé parler, puis après, je suis repartie avec mon idée parce que c'est un peu. Alors, il avait ses raisons en fait. Dans son idée, c'était que les couvertures jaunes à picto allaient attirer l'œil des lecteurs au milieu des autres. Mais je me suis dit, c'est comme si tu prenais des heures à peindre une Joconde, ou ce que toi tu perçois comme étant une Joconde parce que c'est ton chef-d'œuvre et tout ça, et le galeriste il met ça dans un cadre en plexiglas rouge et jaune parce que comme ça fait classe et ça attire l'œil. Bah ouais, mais c'est pas ce que j'ai voulu moi en fait. C'est vraiment en fait l'effet que me donne la structure d'édition classique, c'est qu'à un moment faut lâcher le projet entre les mains de personnes qui verront peut-être pas la même chose comme vous. Et du coup on peut se retrouver avec des résultats qu'on n'a pas du tout voulu quoi. Oui, ça c'est un des risques, effectivement, quand on se fait éditer. Je me permets de demander à Fabien, qui est éditeur pour Pulp Factory, comment ça se passe chez lui. S'il veut bien répondre. Et c'est vrai qu'en général, enfin moi, pour les petits éditeurs, Rivière Blanche, par exemple, il m'avait proposé une couverture pas terrible pour parler poliment sur un recueil de nouvelles que j'avais fait il y a 5 ans. Et je leur ai proposé un de mes amis illustrateurs. Enfin, ça, quand on a un illustrateur à leur proposer, ils sont pas chiants du tout. Oui, la couverture de Miss Nichon, c'est ça, c'est les buts. Elle a fait une fixation. Alors, Fabien dit, pour les illustrations, je suis en contact avec quelques illustrateurs que je commissionne. Et est-ce que, du coup, tu communiques beaucoup avec les auteurs aussi? Est-ce que tu leur laisses sûr? Parce que, comme a vu Calista, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Salut Emilcar, merci. Salut, au revoir. Alors, Fan dit que Farallon, ils m'ont fait des propositions de couverture, 4 ou 5, jusqu'à trouver ce qui nous convenait à tous les deux. Carnoplast avait fait ça aussi pour...
Ah, c'est cool. Pas bien. Les illustrateurs lisent le manuscrit avant. En même temps, c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai que t'as beaucoup d'illustrateurs qui ne le font pas forcément, j'ai remarqué. Ouais, je me souviens avoir lu un paquet de bouquins quand j'étais plus jeune où en fait la couverture avait rien à voir. Enfin, des fois les personnages sur la couverture avaient presque rien à voir avec ce qu'il y avait dedans, quoi. Mais... Ouais. Après, j'imagine aussi que tous les illustrateurs n'ont peut-être pas le temps de lire suivant la longueur du truc. Mm. Ben, Fabien il tient pour l'ambiance, pour que l'ambiance soit retranscrite en couve. Ça, c'est normal. Melchior des moutons, c'est ce qu'il fait aussi, là. Enfin, il essaie de lire au moins tous les romans au début, il pose des questions aux auteurs, enfin. Même si les auteurs, par contre, chez les moutons, effectivement, n'ont pas leur mot à dire sur la couve, mais ça, c'est le travail de Melchior de retranscrire le plus fidèlement ce que voulait dire l'auteur, avec son point de vue de l'illustrateur. D'après Céline, je crois que la majorité des éditeurs demandent pas trop l'avis des auteurs, mais doivent bien avoir des maisons d'édition où ça se discute. Effectivement. Ouais, j'imagine, ouais. Il y a un problème avec les nichons, là. Ouais, on le voit. Il parle de ma couverture pour Rivière Blanche. Mais du coup, elle est sortie, cette couverture? Enfin, c'est celle qui a été retenue? Non, la couverture. Bah, en fait, il y a une autre mission. Alors, comment dire, effectivement, le personnage de mon roman est tiré d'une BD italienne, et les avatars les plus récents, elle a des tenues assez moulantes, faut bien le dire, avec un alimentaire. Et j'essaie de retrouver la première couverture proposée par Rivière Blanche, qui, en fait, était un peu bof, quoi. Alors, je sais pas si je la retrouverai, elle a dû disparaître des banques de données. Bon, la couverture que j'ai postée, c'est celle que mon pote avait fait. Elle est très comique, c'est... Elle a grave du matos, la meuf, mais oui. Bon, elle me dit quelque chose, de visuel. C'est celui qui a été retenu. Voilà, c'est celui qui a été retenu, ouais. En fait, je le retrouve pas, Je crois que je l'ai vu passer. Ouais, bah, Céline est en train de le lire. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Ouais. Alors, Fabien, il arrive que les auteurs et les illustrateurs dialoguent parce que l'auteur trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Parche. Bon, ça suffit, les enfants. Laissez ces nichons tranquilles. Voilà. Elle s'en sert pas pour se battre, effectivement. Ça sert à rien. Mais ouais, donc j'imagine, oui, quand si l'auteur trouve qu'il y a un truc qui va pas, c'est quand même cool qu'il y ait des maisons d'édition qui, voilà, leur permettent de donner leur avis et tout ça. De certains retours que j'avais eu, notamment sur les grosses maisons d'édition, l'avis de l'auteur, on s'en passait, quoi. Oui. Bah, je veux pas balancer, mais c'est vrai que j'ai vu certaines couvertures de poche. Enfin, tu en parlais toi-même, déjà, ça n'avait rien à voir avec l'histoire, mais c'était pas ça le pire, quoi. J'ai vu des couvertures, j'ai regardé attentivement, j'ai dit c'est pas possible, ils ont dû se planter chez l'imprimeur, ils ont pris le brouillon, quoi. Ça, et alors, apparemment, c'est un problème qui existe surtout pour les traductions de livres étrangers, mais il y a toutes les fois où ils font du whitewashing, où ils changent l'ethnie du personnage, ils lui blanchissent la peau, ou quand ils peuvent pas le faire, on voit pas son visage, par exemple. Tout à fait. Ouais, ça aussi, j'ai lu plusieurs fois. Enfin... Mais de ce que j'ai lu, enfin de ce que j'ai vu passer, c'était très souvent sur des traductions de livres anglo-saxons. Oui. Et pourtant, les couvertures des livres anglo-saxons, elles déboîtent, hein. Ouais. Ah ouais, quand tu vois des fois les couvertures qu'on a en France, tu te dis mais pourquoi Pourquoi vous faites ça? Et donc certains illustrateurs proposent 3 ou 4 roues et l'auteur choisit. Bah ouais, quand c'est comme ça, voilà, c'est... Mais après, après, je parle pour moi, hein, c'est que, voilà, personnellement, même si tu vois, si j'aimerais bien, si jamais un jour je bosse dans une maison d'édition, j'aimerais bien avoir justement ce pouvoir dialoguer avec lui. Ouais. Pour pouvoir choisir justement. Ouais. Là, si tu veux, j'ai quand même la liberté d'aller moi-même chercher l'illustrateur parce que c'est son style que je veux et de pouvoir dialoguer directement sans intermédiaire. Donc, ça va me demander plus de temps, plus de travail, plus d'argent parce que c'est moi qui dois avancer, les frais, quoi. Donc c'est ça reste un
Ça reste un investissement. Oh, je perds mes mots. C'est un investissement, mais c'est un pari, c'est ça. Oui, voilà, Ça reste ok. un pari, et c'est un pari que je fais avec l'argent de mon ménage, donc c'est parce Voilà. que je ne gagne pas encore suffisamment pour avoir une grosse structure avec voilà tout ça. Mais mais bon, je préfère encore le faire comme ça, peut-être par je sais pas, par fierté, par appelez ça comme vous voulez, mais Après, bon, ça c'est dépend mon des bouquin, personnalités, donc ouais. c'est moi qui garde la main jusqu'au bout, quoi. Ok. Bah, ça dépend des personnalités de chacun et tout, quoi. Bon, faut des fois mettre de côté, enfin, il y a des moments où tu abandonnes ton bébé. Il y a des moments où tu dis, bon, bah, C'est le ça. bébé m'appartient plus, allez-y. En général, quand tu tombes bien, ça va. T'as pas de regrets. Et il y a d'autres fois où tu te dis que t'aurais dû avoir un peu plus de discernement. Mais bon, pour les auteurs qui Ça, veulent, en fait. voilà. Pour les auteurs qui veulent choisir, ils peuvent toujours demander à Fabien, effectivement. Ils auront peut-être des choix de couverture pour les intéresser. Mais bon, faut savoir aussi que les grosses maisons d'édition qui font bien leur taf, dont l'illustrateur lit attentivement les couves, et souvent non, ils demandent pas l'avis de l'auteur parce que chacun son métier en fait quoi. L'illustrateur est censé avoir, enfin le graphiste est censé avoir vraiment l'œil pour savoir ce qui va frapper le lecteur, l'attirer, enfin. Bon. Ah oui, après, je veux dire, encore une fois, moi, je dis, j'ai pas la prétention de mieux connaître le métier qu'un illustrateur ou une illustratrice, hein. En général, je fais un croquis moche avec des personnages bâtons ou des trucs comme ça pour dire, bah voilà, moi j'avais pensé à un truc plutôt comme ça. Et une des phrases que je dis quasiment à chaque fois que je commissionne, je fais, bah, après, si c'est pourri, tu me le dis, hein, parce que c'est toi le pro. Et moi, des fois, j'ai des idées de merde, hein. Je comprends mieux la réaction de ton gamin sur les illustrations de ton livre jeunesse. Oui, bon, hein. Non, c'est que moi j'avais fait, forcément, je veux dire, moi quand j'avais fait les premiers essais, j'avais fait des illustrations très pictogrammes parce que ça c'est dans mes cordes. Et effectivement là, Féline, elle m'a fait des vraies petites illustrations avec de la profondeur et tout ça et du volume et tout. Et forcément, ça rend tout de suite beaucoup mieux, quoi. Oui, normal. En même temps, c'est son métier, là. Peut-être que Mais c'est ça. Par contre, c'est une autre histoire. J'imagine. Ah ouais, mais alors après, il y a les auteurs qui sont aussi illustrateurs et ça, c'est pas du jeu, quoi. C'est de la triche. Mais il y en a qui sont pourvus de toutes les qualités, les salauds. Ouais, ils sont biclassés. Ouais. Ah, ils sont partis avec trop de points de charisme. Tout le monde est bien sur les coudes. Trop la triche. Ouais, bah ouais. Céline, tu fais un peu de dessin toi aussi, non? Enfin, déjà t'es coloriste, hein. Vous êtes écrivaine. Ah, puis attends, elle fait elle fait un peu de dessin. Moi, elle m'a fait une dédicace pour un des Ravinger Awards, là, avec une super, je le dis si je veux. Elle m'a fait un super portrait d'une tarentule en costard. Franchement, ça claque. Ouais. Ah, Céline, avec les talents cachés, là. Elle est mi-biclassée, mais elle veut pas le dire. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Calista? Parce que là, il est 22 heures largement passé. Bon, les parasites doivent dormir. Oui. À vue de nez, oui. Ouais, il n'y a pas eu d'intervention intempestive, c'est bien. À part le chat. Oui, à part le chat, mais le chat, il fait chier tout le temps. Le mien était remarquablement calme. Je crois que il y a toute l'aura féline chiante qui est tombée sur le cheveu. Oh, ah bah non, le voilà. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter, Calista, par rapport à ton parcours ou les prochaines sorties, mis à part Orsac? Orsac, pardon. Non, pas grand chose. Bah voilà, futur conditionnel, si vous aimez le côté sombre de l'humanité, voilà, je vais avoir un autre recueil de nouvelles qui sera plutôt axé sur les différents types de folie. Ouais. Ah, cool. L'autre, en fait, ça c'est vraiment de la SF dystopique et le prochain, ça va plutôt être de l'horreur fantastique. D'accord. J'aime bien l'horreur. Et puis voilà. À côté de ça, les petits romans pour enfants. Je suis en train de finaliser des albums pour bébés et j'essaye de survivre au milieu de ma maison. La maison de l'horreur. Est-ce que tu peux taper Ouais, c'est ça. le nom de ton site comme ça, on
va le visiter de temps en temps. Alors, parce qu'évidemment, j'ai pas pensé à le mettre. Ah, Futur conditionnel est vraiment trop génial, c'est de la balle intersidérale, dit Céline. Ton sparring partner et pom-pom girl en chef. Alors descends, arrête Gaston. Allez, barre-toi. Et la trilogie SF aussi, 6 et 6 et compagnie. Ah, voilà. Non. Pour découvrir les écrits de Calista, c'est calistafaral.fr. et merci Céline. Je t'enverrai ton chèque à la fin. Allez, ouais. Ah, tu dépenses tout l'argent du ménage pour ta promo. Attends, je vais plutôt mettre carrément le lien. Voilà. Bah, merci. De rien. Voilà. Avec la petite baleine ailée. Ça vient d'où la petite baleine ailée? Alors, c'est pas ça, c'est une petite référence volontaire, pour une fois. Quand j'étais gamine, je jouais beaucoup à Zelda. D'accord. Au Zelda sur Game Boy, Link Awakening. Mm. Et le poisson rêve m'avait beaucoup marqué. Et en D'accord. fait, comme je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, je fais pas mal de rêves lucides et que j'ai beaucoup d'inspiration de mes romans qui viennent de mes rêves, la baleine ailée m'est revenue de ce jeu vidéo et je me suis dit tiens, on va partir là-dedans. Ouais, et donc c'est devenu ta mascotte. C'est ça. Sauf que pour le coup, là, il y avait une référence et presque personne l'a trouvée. Je suis nulle en référence, en fait. Ouais, peut-être nul en référence volontaire, mais super doué en référence involontaire. C'est ça, on va dire ça. C'est une malédiction. Ah oui, c'est vrai. Et Ouais. elle a trouvé Suzanne. Quasiment personne d'autre n'a trouvé Suzanne, mais ouais. Ouais, en même temps, c'est le jeu des références, comme on peut voir en Ranger et Ward. Bon, ben... Ah oui, bah alors elle, je veux dire en termes de référence, j'arriverai jamais à la cheville de Céline. Hein. J'ai pas réussi à toutes les trouver dans ses bouquins. C'est diabolique. En tout cas, ton site est très chouette. Merci. Faut la visiter. Et donc sur le site, vous allez trouver les fiches des différents bouquins. Donc ils sont classés par thème. Vous allez avoir la SF, la fantasy et tout ça. Et j'ai toute une partie blog. Dans la partie blog, vous allez retrouver surtout des choses que je conseille de lire, de regarder ou d'écouter. Alors ça fait un petit moment que j'ai rien posté de nouveau, faudrait que je m'y remette. Et donc voilà, ouais. Donc si ça vous intéresse, j'ai toute la partie blog, c'est surtout des trucs que je conseille à lire, regarder. Ok, bah, ouais. Bah, merci Calista. Donc, tous sur calistafaral.fr, KHALYSTAFARA2L.fr. Bon, Voilà. c'est cool. Eh ben, c'est le moment d'annoncer le prochain invité, du coup, qui arrivera le mois prochain. Ben, il y a Fabien qui est l'héros de Pulp Factory qui est là et qui nous fera peut-être un plaisir de nous l'annoncer. Fabien, tu veux bien dire quelques mots? Je crois qu'il va faire le timide. 4 roulement de tambour, ce sera un auteur de Pulp Factory pour le 13 novembre. Voilà, Jean Bury pour Kraken Crack. Si vous aimez les gros robots, les gros mechas, Goldorak, Pacific Rim et tout, eh ben, pas de problème. On va avoir du mecha à la française. Merci Fabien. Et puis, ben, merci Calista, merci Céline, merci Sybille, Melchior, tous ceux qui étaient là. Kolavitch et Vince qui ont été très calmes. Ça change. Merci tout le monde d'être venu, puis merci Nelly pour l'invitation. Bah de rien, bah merci à toi de l'avoir accepté et bah à bientôt pour du Pat Labor en conte neuromancien. Voilà, ça c'est pas alléchant. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.